Zotique par Clark Ashton Smith. Le dernier hiéroglyphe. Neushine, l'astrologue, avait étudié le parcours des orbes nocturnes dans de nombreuses régions lointaines et avait dressé avec toute l'expertise qu'il pouvait mobiliser les horoscopes d'une multitude d'hommes, de femmes et d'enfants. Il avait voyagé de ville en ville, de royaume en royaume, ne demeurant jamais longtemps au même endroit, chassé à maintes reprises par les magistrats locaux tel un simple charlatan. En d'autres occasions, ses consultants avaient découvert, le moment venu, l'erreur de ses prédictions et s'étaient détournés de lui. Il avait parfois souffert de la faim, et avait dû se contenter de haillons et ne recevait surtout que peu de considération. Ses seuls compagnons d'infortune étaient un misérable chien errant qui s'était attaché à lui dans la ville désertique de Zubalsaïr, et un homme noir, muet et borgne, acheté à bas prix dans le Yoros. Il avait baptisé le chien Ansarat, d'après l'étoile canine, et le noir Mouzda, un mot désignant l'obscurité. Au cours de ses pérégrinations prolongées, l'astrologue se rendit dans le Xilac et prit résidence à Umaos, capitale édifiée sur les gravats d'une cité plus ancienne du même nom, jadis détruite par la colère d'un sorcier. Neushine s'installa avec Ansarat et Mouzda dans le grenier insalubre d'un logement miteux. Depuis les toits, le soir où le ciel n'était pas obscurci par les fumées de la ville, l'astrologue avait l'habitude d'observer la position et les mouvements des objets célestes. Régulièrement, une ménagère ou une catin, un porteur, un bonimenteur ou un marchand ambulant montait les marches vermoulues menant à sa chambre et lui payait une somme modeste pour le thème astral qu'il calculait avec un soin infini avec l'aide de ses manuels défraîchis. Il lui arrivait souvent, penché sur ses livres, de peiner à comprendre la signification de quelques conjonctions célestes. Il observait alors Ansarat et lisait de profonds présages dans les variations de la queue galeuse du chien ou dans la façon qu'il avait de se chercher des puces. Certaines de ses prédictions s'accomplirent au grand bénéfice de la réputation de Neushine à Umaos. Les gens venaient le voir plus librement, sollicitaient plus souvent son oracle, et grâce aux lois indulgentes du Xilac, qui autoriseraient les arts magiques et divinatoires, il ne risquait en outre aucun procès. Il lui sembla que, pour la première fois, les sombres planètes de son destin cédaient la place à des astres plus favorables. Pour cette bonne fortune et pour les pièces qui s'accumulaient dans sa bourse, il remercia le plus puissant et le plus mystérieux des génies de Zotique, Vergama, que la croyance populaire élevait au rang de ceux qui dirigeaient sur terre comme au ciel. Par une nuit d'été, alors que les étoiles luisaient, innombrables grains de sable éclatants constellant la voûte d'un noir bleuté, Neushine monta sur le toit de son logement. Comme souvent, il demanda à Mouzda de l'accompagner. Son œil unique possédait une remarquable acuité et avait servi en de nombreuses occasions à pallier la courte vue de l'astrologue. Grâce à un système bien codifié de gestes et de mimiques, le muet pouvait communiquer ses observations à Neushine. Cette nuit-là, la constellation du grand chien qui avait présidé à la naissance de Neushine entamait son ascension à l'est. Tandis que l'astrologue la contemplait de ses yeux fatigués, il fut troublé par quelque chose d'inhabituel dans sa configuration. Il ne put déterminer précisément la nature de ce changement que lorsque Mouzda, fort excité, attira son attention sur 3 nouvelles étoiles de seconde magnitude, apparues près de la croupe du chien. Ces remarquables novae, que Neushine ne distinguait que sous la forme de points rougeâtres et flous, formaient un petit triangle équilatéral. Neushine et Mouzda étaient certains de ne jamais les avoir observés auparavant. « Par Vergama, comme c'est étrange !» jura l'astrologue, subjugué. Il se mit à calculer l'influence problématique des novae sur ses futures interprétations célestes, et comprit soudain qu'elles exerceraient, selon la loi des émanations astrales, un effet sur sa propre destinée, contrôlée depuis toujours par le chien. Il devait cependant consulter ses livres et ses tableaux pour déterminer le sens et la portée de cette altération, fût-elle désastreuse ou bénéfique. Laissant Mouzda scruter le ciel, à la recherche d'autres prodiges, il s'empressa de retrouver son grenier. Là, après avoir comparé les opinions de plusieurs astrologues anciens sur le pouvoir des novae, il dressa à nouveau son propre horoscope. Il peina toute la nuit, agité, et ne termina ses spéculations que lorsque l'aube vint teinter d'une grisaille lugubre la lumière jaune des bougies. Il n'y avait, semblait-il, qu'une seule interprétation possible à ce bouleversement céleste.
L'apparition du triangle de Novae en conjonction avec le chien signifiait clairement que Nushine allait effectuer, avant longtemps, un voyage imprévu qui impliquerait la traversée d'au moins 3 éléments. Muzda et Ansarat l'accompagneraient. 3 guides se présenteraient chacun à leur tour le moment venu et l'aideraient à atteindre son but. Voilà tout ce que les calculs avaient révélé. Rien ne précisait si ce voyage lui serait favorable ou funeste, rien n'indiquait sa direction, son objet ou sa destination. L'astrologue était fort troublé par cet augure équivoque, et quelque peu singulier. L'idée d'un départ imminent l'attristait, il ne souhaitait pas quitter Humaos, et sa population crédule, auprès de laquelle il commençait à trouver le succès. Par ailleurs, ce voile étrange, la nature énigmatique des conséquences de cette aventure suscitait chez lui une intense appréhension. Tout cela, sentait-il, suggérait qu'une influence occulte peut-être néfaste était à l'œuvre. Assurément, un voyage ne lui imposerait pas la traversée de 3 éléments et le recours à 3 guides différents. Durant les nuits qui suivirent, Muzda et lui observèrent les mystérieuses Novae passer derrière l'éclat puissant du chien, en direction de l'ouest. Et interminablement, il s'affaira sur ses diagrammes et ses ouvrages dans l'espoir de découvrir une erreur dans sa prédiction. Mais chaque fois, il aboutissait à une seule et même conclusion. Avec le temps, la perspective de ce voyage opportun et inexpliqué, auquel il ne pouvait pas se soustraire, l'inquiéta de plus en plus. Il continuait de prospérer à Humaos et ne voyait aucune raison qui aurait pu motiver son départ. Il attendait comme on attend un appel secret et ténébreux, sans savoir s'il viendrait, ni quand. Jour après jour, il scrutait avec anxiété le visage de ses visiteurs, supposant que le premier des 3 guides annoncés par les étoiles se glisserait peut-être parmi eux. Muzda et Ansarat, le chien, avec l'intuition des âmes simples, étaient sensibles à l'étrange inconfort de leur maître qu'ils partageaient de manière palpable. Le grand homme noir exprimait son appréhension par le biais de grimaces sauvages et démoniaques, tandis que le chien se couchait sous la table de l'astrologue ou rôdait ici et là, sa queue dépenaillée entre les pattes. Ce comportement venait en retour confirmer l'inquiétude de Nushine, qui le considérait comme un mauvais présage. Un soir, Nushine se pencha pour la 50e fois sur son horoscope, tracé à l'aide de diverses encres colorées sur une feuille de papyrus. Il fut stupéfait de découvrir dans la marge basse du document un curieux caractère qui ne faisait pas partie de ses griffonnages. Un hiéroglyphe d'un brun charbonneux qui représentait visiblement une momie dont les jambes libres de toute bandelette effectuaient un grand pas en avant. Elle faisait face au quartier de son thème où se trouvait le signe du grand chien qui, en zodique, était au nombre des maisons du zodiaque. Comme il étudiait le symbole, la surprise de Nushine se transforma en peur. Il savait la marge entièrement vierge la nuit précédente, et il n'avait pas quitté le grenier au cours de ces derniers jours. Muzda, il en était certain, n'aurait jamais osé toucher au document. Le grand noir savait à peine écrire. Quant aux encres utilisées par l'astrologue, aucune n'était de ce brun sombre qui contrastait tristement avec le blanc du papyrus. Face à cette apparition aussi sinistre qu'inexplicable, Nushine s'alarma. Aucune main n'aurait pu tracer la momie qui présageait l'intrusion d'une planète étrangère parmi les maisons de son thème. Pendant de longues heures, il chercha en vain à résoudre l'énigme. Dans ses livres, rien ne pouvait l'éclairer. Le phénomène semblait sans précédent. Le lendemain, il s'affaira de l'aurore à la nuit tombée sur les horoscopes de certains habitants à Humaos. Après avoir vérifié ses calculs avec son habituelle minutie, il déroula de nouveau son propre thème d'une main tremblante. Un flottement proche de la panique l'envahit lorsqu'il constata que le hiéroglyphe brun avait disparu de la marge. Sa silhouette en mouvement se trouvait désormais dans l'une des maisons basses, toujours face au chien, comme si elle marchait en direction de ce signe ascendant. À partir de ce moment-là, le présage fatal mais impénétrable plongea l'astrologue dans un état de fébrilité où se mêlaient la crainte et la curiosité. Durant les heures qu'il passa à étudier, aucun changement ne se produisit dans le symbole surnuméraire. Pourtant, quand soir après soir il déroulait son thème, il constatait chaque fois que la momie s'était déplacée vers une maison plus élevée, se rapprochant toujours davantage de celle du chien. Un jour, enfin, la silhouette se trouva sur le seuil de la maison. Elle semblait attendre, augurant mystère et menace, qui échappaient encore aux divinations de l'astrologue, tandis que la nuit s'écoulait lentement, jusqu'à ce que les mailles grises de l'aube vinssent strier le ciel. Nushine, épuisé par ses études prolongées, et s'éveillé, s'endormit sur sa chaise d'un sommeil sans rêve. Muzda fit attention à ne pas le déranger. Aucun visiteur ne fut admis dans le grenier ce jour-là. Le matin, le midi et l'après-midi passèrent,
sans que Nushain s'en rendît compte. Il fut réveillé le soir par le cri éperdu d'Ansarat, qui retentit dans la pièce depuis, semblait-il, le coin le plus reculé. Avant d'ouvrir les yeux, il sentit confusément une odeur d'épices amères et celle plus piquante du natron. Alors, d'un regard où flottaient encore les fines mailles du sommeil, à la lumière jaunâtre des cierges allumés par Mouzda, il contempla une grande silhouette de momie postée en silence près de lui. Sa tête, ses bras et son corps étaient étroitement enveloppés dans des ballettes enduites de bitume, qui à partir de la taille, cependant, étaient plus lâches. La créature se tenait dans la position d'un marcheur, l'un de ses pieds bruns et parcheminés, posé devant l'autre. La terreur s'intensifia dans le cœur de Nushain. Il se rendit compte que la forme emmaillotée, qu'elle fût une liche ou un fantôme, ressemblait à l'étrange et envahissant hiéroglyphe qui avait traversé les maisons de son thème astral. Alors une voix étouffée émana des bandelettes épaisses. « Prépare-toi, ô Nushain, car je suis le premier guide du voyage que les étoiles t'ont annoncé. » Ansarat, prostré sur le lit de l'astrologue, n'avait cessé de gémir, effrayé par ce visiteur impromptu, et Nushain constata que Mouzda avait essayé de se cacher auprès de l'animal. Bien que parcouru d'un funeste pressentiment à la vue de cette apparition qu'il pensait être la mort en personne, Nushain se leva de sa chaise avec cette dignité propre aux astrologues, grâce à laquelle il avait affronté toutes les vicissitudes de l'existence. Il demanda à Mouzda et Ansarat de sortir de leur cachette, et les deux obtempérèrent, non sans grimacer abondamment à la vue de la sombre momie emmitouflée. Ses compagnons d'infortune derrière lui, Nushain se tourna vers son visiteur. « Je suis prêt, fit-il d'une voix agitée par un imperceptible chevrotement. Mais j'aimerais emporter quelques biens. » La momie secoua sa tête encamouflée. « Il est préférable que tu prennes que ton horoscope, car seul il te restera à la fin. » Nushain se pencha sur la table où il avait laissé son thème de naissance. Avant de rouler le papyrus, il remarqua que le hiéroglyphe de la momie avait disparu, comme si le symbole écrit, après avoir traversé son horoscope, s'était matérialisé dans le corps qui se tenait maintenant à ses côtés. Mais sur la marge la plus éloignée du chien se trouvait désormais un hiéroglyphe bleu roi, un étrange triton à la queue de carpe et au visage mi-humain, mi-simiesque, avec derrière lui un hiéroglyphe noir représentant une petite barque. L'espace d'un instant, l'émerveillement prit le pas sur la peur de Nushain. Il roula cependant le papyrus avec précaution et se leva, le document dans la main droite. « Viens, lui intima le guide. Ton temps est compté et tu dois traverser les 3 éléments qui protègent la demeure de Vergama des indésirables. » Ces mots, dans une certaine mesure, confirmaient les divinations de l'astrologue, mais le mystère entourant son sort n'était nullement dissipé par l'idée qu'il devrait se rendre vraisemblablement, à la fin de son voyage, dans l'antre de cet être nommé Vergama, que certains considéraient comme le plus secret des dieux et d'autres comme le plus énigmatique des démons. Partout en Zotique circulaient rumeurs et légendes à son sujet, diverses et contradictoires en tout point, à l'exception de pouvoirs presque infinis qu'on lui prêtait. Nul ne savait où était située sa demeure, mais l'on disait qu'au cours des siècles et des millénaires, des multitudes d'individus y avaient pénétré sans que aucun n'en ressorte jamais. Souvent, Nushain avait invoqué Vergama. Il avait juré et protesté comme tous ceux qui prononcent à la légère le patronyme de leur divinité. Mais en ce jour, quand son macabre visiteur prononça ce nom, l'astrologue fut envahi d'une sombre appréhension. Il tenta de contenir son émotion et se résigner face à la volonté manifeste des astres. Mouzda et Ansarat sur ses talons, il suivit la momie qui avançait à grandes enjambées, à peine entravée par ses bandelettes défaites. Il abandonna à regret ses papyrus et ses livres abîmés, leur jeta un dernier regard en traversant le grenier pour emprunter l'escalier. La lueur pâle qui semblait émaner des replis de la momie constituait l'unique source de lumière. Et Nushain trouva la maison étrangement sombre et silencieuse, comme si tous ses occupants s'en étaient allés, comme si tous étaient morts. Il n'entendit aucun bruit en provenance de la ville, ne parvint à distinguer par les fenêtres qui donnaient habituellement sur une rue éclairée rien d'autre qu'une écrasante obscurité. L'escalier lui aussi paraissait différent, plus long, plus étiré. Il ne débouchait plus sur la cour, mais plongeait d'une manière détournée vers un lieu insoupçonné, fait d'étouffants caveaux et de couloirs lugubres où régnait une fétide odeur de nitrate.
La mort y était si prégnante que le cœur de Nushain manqua de l'abandonner. Partout dans les cryptes voilées d'ombre et les recoins profonds, il sentit la présence de morts innombrables. Tandis qu'il avançait, il crut entendre tout autour de lui le bruissement triste des suaires, le souffle des cadavres, raides depuis longtemps, le craquement sec de dents dépourvues de lèvres. Mais il ne discernait dans les ténèbres que la silhouette lumineuse de son guide, qui se déplaçait furtivement, ici, en son royaume. Nushain eut l'impression de parcourir des catacombes infinies, abritant depuis la nuit des temps la mort et la déliquescence. Derrière lui, il entendait toujours le mouvement de Muzda, et de loin en loin le gémissement faible et apeuré d'Ansarat. Il sut alors que tous deux le suivaient fidèlement, mais l'horreur environnante s'immisçait en lui avec la volatilité du grisou, froid et mortel, révulsait sa chair d'un dégoût profond pour la créature devant lui et toutes celles qui pourrissaient dans l'insondable pénombre. Pendant que le son de sa propre voix pouvait lui donner du courage, il se mit à interroger le guide d'une langue pâteuse, comme paralysé. « Est-ce vraiment Vergama et personne d'autre qui m'assommait d'entreprendre ce voyage? Dans quel but? Où habite-t-il? Ton destin seul commande. À la fin, au moment voulu et pas avant, tu sauras pourquoi. En ce qui concerne ta troisième question, si d'aventure je te donnais le nom du lieu qui abrite, loin du regard des mortels, la demeure de Vergama, tu n'en serais pas plus sage, car le nom de cette région n'apparaît sur aucune carte, qu'elle soit terrestre ou céleste. » Ces réponses équivoques inquiétèrent Nushain qui, à mesure qu'il s'enfonçait dans les entrailles de la terre, était envahi d'un terrible pressentiment. Sombre, en effet, devait être la destination d'un voyage dont la première étape le menait au cœur de cet empire de mort et de corruption, et ténébreuse assurément était la créature qu'il avait fait appeler et lui avait envoyé comme premier guide une momie desséchée, racornie, parée de l'habit des défunts. Alors qu'il réfléchissait fébrilement à ces questions, une lueur blafarde vint éclairer les parois veinées de la catacombe devant lui. Il pénétra bientôt à la suite de la momie dans une salle où, autour d'un immense et unique sarcophage, de grandes chandelles noires brûlaient dans des bougeoirs d'argent terni. En s'approchant, Nushain constata que le couvercle et les flancs du tombeau, entièrement vierges, ne comportaient aucune rune, bas-relief ou hiéroglyphe. Toutefois, il lui sembla au regard de ses proportions qu'il abrita un géant. La momie traversa la pièce sans s'arrêter, mais Nushain, à la vue des caveaux plongés devant lui dans l'obscurité, s'immobilisa, pris d'une incontrôlable répugnance. En dépit du décret céleste qui avait présidé à son voyage, il lui parut humainement impossible d'aller plus loin. Il saisit d'une impulsion soudaine l'un des lourds cierges hauts de près d'1 mètre qui se consumaient lentement autour du sarcophage. Sa torche improvisée de la main gauche et son horoscope toujours serré dans la droite, il détala, avec Muzda et Ansarat, espérant ainsi rebrousser chemin parmi les sinistres souterrains. Il n'entendit aucun signe de poursuite. Cependant, dans sa fuite, l'éclat de la bougie qui brûlait hardiment lui révéla les horreurs qui lui avaient épargné les ténèbres. Il vit des tas d'ossements enchevêtrés d'hommes et de monstres, des sarcophages éventrés desquels saillaient les têtes et les membres à demi décomposés de choses sans nom, de membres dépourvus de pieds ou de mains. Bientôt devant lui, la catacombe se ramifia encore, et il dut choisir au hasard son chemin sans savoir s'il le mènerait à Humaos ou plus profondément dans ce dédale oublié. Puis il parvint au niveau d'un crâne énorme, sans front, appartenant à une créature grossière qui gisait sur le sol, les orbites tournées vers le plafond. Par-delà le crâne s'étendait le squelette moisi du monstre qui obstruait complètement le passage. Ses côtes encombraient le couloir en entonnoir qui les avait comprimés, comme s'il avait rampé là et était mort dans le noir, incapable d'avancer ou de reculer. Des araignées blanches à tête de démon aussi grosses que des singes avaient tissé leur toile entre les arches ivoires et elles se mirent à sortir, innombrables, à l'approche de Nushain. Le squelette sembla remuer, trembler, tandis qu'elle grouillait, écœurante, avant de se laisser tomber aux pieds de l'astrologue. Derrière elle, d'autres se déversaient en une armée sans fin, recouvrant de leur nombre le moindre osselet. Nushain s'enfuit avec ses compagnons, courut jusqu'à l'embranchement précédent et emprunta un autre passage. Les araignées démons ne le poursuivirent pas. Mais alors qu'il se hâtait de peur d'être rattrapé par ces monstres ou par la momie, il fut vite arrêté par le rebord d'un précipice aussi large que le couloir et impossible à franchir d'un bond. Le chien, après avoir reniflé le trou, recula vivement en poussant un hurlement affolé. Nushain tendit le cierge au-dessus du gouffre et distingua tout au fond, à la surface d'un fluide noir et onctueux, des reflets de rides circulaires,
au centre desquels ondulaient 2 points rouge sang. Puis il entendit un sifflement évoquant celui d'un grand chaudron chauffé sur un âtre magique. L'obscurité sembla bouillonner, emplit le puits qui menaça de déborder. Les points rouges de plus en plus proches se muèrent avec une perversité maligne en 2 yeux brillants plongés dans les siens. Nushine se détourna vivement, rebroussa chemin et se trouva nez à nez avec la momie qui l'attendait à l'intersection. « Il semblerait, ô Nushine, que tu doutes de tes propres prédictions. Néanmoins, même un mauvais astrologue peut de temps à autre parvenir à déchiffrer les signes. Désormais, obéis, car les astres ont décidé de ce voyage. » À partir de ce moment-là, Nushine suivit la momie sans renacler. Dans la salle où il se trouvait l'immense sarcophage, son guide le somma de replacer sur son bougeoir le cierge noir qu'il avait volé. Sans autre source de lumière que la phosphorescence des bandelettes de la momie, il arpenta la pénombre repoussante des ossuaires souterrains. Enfin, après avoir traversé des galeries où une faible aurore s'immisçait parmi les ombres, il émergea sous des cieux couverts sur le rivage d'une mer déchaînée, battue par un fracas d'embrun vaporeux. Comme pour fuir la lumière et l'air âpre, la momie se retira dans le souterrain et dit « Ici prend fin mon domaine. Je dois te laisser attendre ici le 2e guide. » Debout, les narines irritées par l'air marin, les cheveux et des vêtements battus par les bourrasques, Nushine entendit un fracas métallique et constata que la porte de bronze corrodée s'était refermée sur l'entrée de la caverne. La plage était ceinte de falaises abruptes que nul ne pouvait escalader et qui plongeaient de part et d'autre dans les flots. Faute de mieux, l'astrologue attendit. Bientôt, au cœur du ressac tourmenté, il vit affleurer un triton d'un bleu profond, à la tête mi-humaine, mi-simiesque, et derrière le triton, une petite barque noire qui tanguait sans timonier ni rameur. Nushine se souvint alors des hiéroglyphes de la créature marine et du bateau apparu dans la marge de son thème astral. Déroulant le papyrus, il constata avec stupeur que les silhouettes avaient toutes 2 disparu. Sans nul doute, avaient-elles traversé, comme le hiéroglyphe de la momie, toutes les maisons du zodiaque, y compris celles qui présidaient à sa propre destinée, avant de se matérialiser à leur tour. À leur place, face au grand chien, se trouvait cette fois le hiéroglyphe flamboyant d'une salamandre couleur de feu. Le triton gratifia Nushine d'un salut archaïque, et son rictus dévoila des dents aussi pointues que celles d'un requin. L'astrologue obtempéra et monta à bord de la barque. Fidèle à leur maître, Muzda et Ansarat le suivirent. Alors le triton s'éloigna, fendant les flots impétueux. Aussitôt, comme mue et gouvernée par enchantement, la barque s'ébranla et, se jouant des vagues et du vent, glissa sur les flots ternes de cet océan sans nom. Presque invisible au milieu de l'écume bouillonnante et du brouillard, le triton nageait sans relâche devant l'embarcation. Ce voyage outrepassa certainement les limites du temps et de l'espace, et comme affranchi de sa mortelle condition, Nushine ne ressentit ni faim ni soif. Cependant, son âme semblait dériver sur les mers étranges et cruelles du doute et de l'isolement. Le chaos brumeux qui l'entourait l'effrayait tout autant que les catacombes enténébrées. Plusieurs fois, il tenta d'interroger la créature aquatique sur leur destination sans obtenir de réponse. Et le vent qui soufflait depuis des rives insoupçonnées, comme les courants qui fuyaient vers les golfes inconnus, était chargé de soupirs grandioses et terrifiés. Nushine ressassait les énigmes de son voyage à en perdre la raison. Après avoir traversé la contrée de la mort, il était désormais convaincu de parcourir les limbes gris des choses incréées, et n'osait envisager la 3e partie de son expédition, ou la nature de son objet. Mais le brouillard se dissipa brusquement, et un soleil à son zénith déversa une cascade de rayons dorés sur les flots. Non loin de là, du côté soulevant de la barque, s'étendait une île montagneuse couverte d'arbres verdoyants, de dômes clairs, en forme de coquilles, et de jardins fleuris suspendus dans la lumière éclatante de midi. Là, bercés par un clapotis paresseux, les vagues venaient lécher une plage herbeuse qui, jamais, n'avait connu le tourment des tempêtes. Des vignes généreuses, des fleurs épanouies pendaient au-dessus de l'eau. Un charme d'oubli et de sommeil semblait émaner de l'île qui condamnait chaque visiteur débarquant sur ses rives à une éternité d'errance et de rêveries ensoleillées. Une ardeur irrépressible gagna Nushine à la vue de cet écrin de verdure paisible. Il voulait que son périple cessât, que cessât ce voyage dément sur le néant brumeux de l'océan. Alors, entre peur et fascination, il oublia complètement les conditions de ce destin que les étoiles lui imposaient. Sans ralentir ni virer de bord, la barque cabotait de long de l'île, de plus en plus proche. Nushine constata que l'eau était claire et peu profonde, de sorte qu'un homme assez grand put facilement patauger jusqu'à la plage.
Il sauta dans la mer, le bras tendu pour maintenir son horoscope au-dessus des flots, et se mit à marcher en direction de la terre. Mouzda et Ansarat le suivirent, nageant côte à côte. Quelque peu gêné par sa longue robe gorgée d'eau, l'astrologue pensa néanmoins atteindre cette rive séduisante. Le Triton ne fit aucun geste pour l'intercepter. Les vagues qui lui arrivaient aux côtes vinrent bientôt clapoter contre sa ceinture avant de lécher les plis de son habit au niveau du genou. Les vignes et les fleurs de l'île ployaient, odorantes au-dessus de sa tête. Il ne se trouvait plus qu'à une enjambée de cette plage merveilleuse quand il entendit une multitude de sifflements. Les lianes, les branches, les fleurs, les plantes elles-mêmes se mêlaient à d'innombrables serpents et se tordaient sans cesse, entrelacés en un monstrueux grouillement. Venu des quatre coins de l'île escarpée, le sifflement s'amplifia. Partout les reptiles hideusement tachetés s'enroulaient et glissaient et rampaient. Pas une toise de sa surface n'échappait à leur souillure, qui ne laissait aucun passage susceptible d'être emprunté. Révulsé, Nushain se tourna vers la mer, où le Triton et la barque l'attendaient. Sans plus d'espoir, il embarqua de nouveau, avec sa suite, et le bateau reprit sa course magique. Alors, pour la première fois, et non sans ironie, le Triton parla, soufflant par-dessus son épaule d'une voix rauque presque indistincte. « Il semble, ô Nushain, que tu n'accordes que peu de foi à tes propres prédictions. Néanmoins, même le plus mauvais astrologue peut parfois établir un horoscope correct. Cesse donc de te rebeller contre ce que les étoiles ont écrit. » La barque reprit sa route. Les brumes se refermèrent lourdement sur elle, et l'île éclatante disparut. Au bout d'un moment, le soleil voilé s'effaça derrière les eaux et les nuages informes, et une obscurité digne de la première nuit du monde recouvrit tout. À travers le dais déchiré, Nushain observait des cieux étranges dont il ne reconnaissait ni les signes ni les planètes. Bientôt l'envahirent les affres du plus profond désarroi. Puis la brume et les nuages masquèrent de nouveau ce ciel inconnu. L'astrologue ne distinguait plus que le Triton grâce à la faible phosphorescence qui accompagnait sa progression. Le voyage se poursuivit. Un matin rouge sembla poindre quelque temps plus tard un brasier étouffé par le brouillard. Le bateau glissa vers la lumière naissante et Nushain, qui pensait revoir le soleil, contempla hébété un étrange rivage sur lequel un feu nourri par une éternité de sable et de rocs formait une haute muraille, ininterrompue. Comme sous l'effet d'une puissante explosion, les flammes jaillirent vers le ciel grondant et la mer fut balayée par une chaleur comparable au souffle d'innombrables fournaises. La barque s'approcha rapidement de la côte. Le Triton, après un geste d'adieu sommaire, plongea et disparut dans les flots. Nushain pouvait à peine contempler le brasier et supporter sa chaleur. Mais la barque accosta sur la longue langue de terre qui le séparait de la mer, et face à l'astrologue émergeant du mur incandescent, apparut une salamandre éclatante, dont la forme et la couleur évoquaient celle du hiéroglyphe de son horoscope. Il comprit avec une ineffable consternation qu'il s'agissait du troisième guide, et de la troisième étape de son voyage. « Viens avec moi », fit l'animal d'une voix qui craquait comme du bois sec. Nushain quitta la barque pour cette grève dont le sol lui brûlait les pieds. Derrière lui, malgré une réticence palpable, Mouzda et Ansarat l'accompagnaient toujours. Mais l'astrologue, dissuadé par l'ardeur des flammes dont approchait la salamandre, céda tout entier à la faiblesse de la chair, cherchant de nouveau à se soustraire à son destin. Il s'enfuit le long de l'étroite bande de sable entre le feu et l'eau. Il ne fit que quelques pas avant que son guide ne s'élança avec un rugissement féroce pour l'intercepter et le ramener tout droit vers les flammes. Dans une pluie d'étincelles soulevée par sa queue de dragon, Nushain, incapable d'affronter la bête, était persuadé que le feu le consumerait comme une feuille de papier dès qu'il s'en approcherait. Cependant, une sorte d'ouverture voûtée apparut dans le mur qu'ils franchirent pour déboucher sur une terre cendreuse, paysage nimbé de fumée et de brume basse. La salamandre déclara alors, avec une certaine ironie, « Sans erreur, ô Nushain, as-tu interprété les astres de ton horoscope. Ton voyage touche maintenant à sa fin. Tu n'auras plus besoin des services d'un guide. » Sur ces mots, elle s'éteignit comme un feu étouffé et disparut dans l'air âcre. Nushain resta là indécis, puis découvrit face à lui un escalier blanc qui s'élevait parmi les volutes vaporeuses. Dans son dos, les flammes se dressaient, toujours, impitoyables, tel un rempart sans fin. Partout autour, la fumée changeait sans cesse et prenait l'apparence de démons ou de visages menaçants. L'astrologue commença à gravir les marches, les formes se rassemblèrent en dessous de lui aussi effrayantes que les familiers d'un sorcier et accompagnèrent son ascension, le dissuadant de s'arrêter, ou même de battre en retraite.
Il grimpa haut dans la pénombre étouffante et tomba nez à nez avec les portes ouvertes d'une maison de pierre grise dont la hauteur et l'étendue lui échappaient. À contre-cœur, mais poussé par la foule, des ombres brumeuses, il pénétra dans l'enceinte avec ses compagnons. La demeure, constituée de longs couloirs vides aussi tortueux que les replis d'une conque, ne comptait ni lampe, ni fenêtre, mais des soleils d'argent semblaient avoir été dissous puis éparpillés dans les airs. Fuyant les spectres infernaux qui le poursuivaient, Noshain parcourut les couloirs sinueux et aboutit enfin à une antichambre où l'espace même était emmuré. Au centre de la pièce, encapuchonnée et emmaillotée, une silhouette aux proportions colossales se tenait droite sur un siège de marbre, silencieuse et immobile. Devant elle, sur une sorte de table, reposait un épais livre ouvert. Noshain ressentit l'émerveillement mêlé de crainte de ceux qui approchent des monts anciens et divinités. Constatant que le fantôme avait disparu, il s'arrêta sur le seuil. L'immensité de la pièce, semblable à l'espace vide qui sépare les mondes, lui donnait le tournis. Il voulut reculer, mais une voix émana de l'être aussi douce que celle de son fort intérieur. « Je suis Vergama, aussi connu sous le nom de Destinée. Vergama que tu as invoqué avec tant d'ignorance et de futilité, comme les hommes sont tentés d'en appeler à leur seigneur caché. Vergama qui t'a convoqué pour ce voyage que tous les hommes doivent effectuer un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre. Avance-toi, ô Noshain, et parcours un peu mon livre. » Une main invisible l'attira l'astrologue vers la table. Il se pencha sur l'énorme volume ouvert en son milieu et dont les pages étaient couvertes de myriades de signes aux couleurs variées, représentant des hommes, des dieux, des monstres, des animaux, des poissons, des oiseaux, des constellations. Sur la page de droite, au bas de la dernière colonne, où l'on avait ménagé un espace pour d'autres inscriptions, Noshain découvrit un triangle d'étoiles équilatérales, évoquant celui apparu récemment à proximité du chien. À sa suite étaient tracés les symboles d'une momie, d'un triton, d'une barque et d'une salamandre, semblables aux hiéroglyphes qui avaient traversé son horoscope et au guide qui l'avait mené jusqu'à la demeure de Vergama. Dans mon livre sont consignés les caractères de toute chose. Au commencement, chaque forme visible n'est qu'un symbole tracé de ma main, et à la fin, seules les inscriptions de mon livre demeureront. Pour un temps, elles s'en sortent, s'incarnent. C'est moi, Noshain, qui ai placé dans les cieux les astres ayant présidé à ton voyage. C'est moi qui t'ai envoyé les 3 guides, et tous, ayant rempli leur rôle, sont redevenus des symboles bien alignés, comme auparavant. Vergama marqua une pause. La pièce fut de nouveau plongée dans un insondable silence, et un effarement sans borne envahit l'esprit de Noshain. Puis l'être encapuchonné poursuivit. Pendant un temps, fut parmi les hommes cet individu nommé Noshain l'astrologue, et Ansarat le chien, et Muzda le noir, qui suivirent ses aventures. Le moment est venu de tourner la page, et de finir d'écrire ce qui doit y figurer. Bien qu'il ne pût vraiment le sentir, Noshain eut l'impression qu'un vent léger s'était levé dans la pièce en un étrange soupir. Mais il vit que le poil d'Ansarat, réfugié près de lui, s'agitait à son passage. Alors, sous ses yeux stupéfaits, le chien commença à se flétrir, à rétrécir, comme consumé par une magie létale. Il se réduisit à la taille d'un rat, puis devint aussi petit qu'une souris, aussi léger qu'un insecte, sans pourtant perdre sa forme originelle. La minuscule chose fut soulevée par le courant d'air, et passa devant Noshain en voletant à la manière d'un moucheron. L'astrologue le suivit des yeux et remarqua qu'un hiéroglyphe en forme de chien venait d'apparaître à côté de la salamandre, au bas de la page de droite. Hormis ce symbole, il ne subsistait aucune trace d'Ansarat. Le vent souffla de nouveau dans la pièce, épargnant Noshain, mais agitant les vêtements loqueteux de Muzda, qui s'accroupit près de son maître comme pour implorer sa protection. À son tour, le muet rétrécit et se racornit tant et tant qu'il devint aussi léger et fin qu'un élytre noir porté par le vent. Alors Noshain vit que le hiéroglyphe d'un noir borgne suivait désormais celui du chien, à part ça, nul signe de Muzda. Désormais convaincu du sort qui l'attendait, Noshain n'eut d'autre désir que de fuir la présence de Vergama. Il se détourna du livre ouvert, courut vers la porte de la chambre, sa robe miteuse d'astrologue battant contre ses jambes maigres. Mais tandis qu'il s'éloignait, résonnait doucement à son oreille la voix de la divinité. « Vainement
Les hommes cherchent à résister ou à échapper à ce destin qui transforme inexorablement les êtres en symboles. Dans mon livre, Oh Nushine, il y a même une place pour un mauvais astrologue. Une fois encore, l'étrange soupir se fit entendre et un air froid enveloppa Nushine dans sa fuite. Il s'immobilisa à mi-course dans la vaste pièce comme face à un mur. Le vent souffla doucement sur son corps décharné, ébouriffant sa barbe et ses cheveux grisonnants, et agita délicatement le rouleau de papyrus qu'il tenait toujours à la main. Les yeux de l'astrologue s'obscurcirent. La pièce sembla vaciller, enfler, s'étendre à l'infini, soulever dans les airs, tournoyant encore et encore le long d'une spirale vertigineuse. Il vit la forme assise devenir de plus en plus grande, puis s'élever à atteindre des proportions cosmiques. Alors le dieu disparut dans la lumière, et Nushine ne fut plus que l'infime, à la merci des vents, squelette desséché d'une feuille morte prise dans un puissant tourbillon. Dans le livre de Vergama, au bas de la dernière colonne de droite, se trouvait désormais le hiéroglyphe d'un astrologue émacié, tenant dans sa main un horoscope roulé. Et sur son siège, Vergama baissa les yeux vers le volume et tourna la page. Oh my god. Okay. Yeah. So ballet, you're kind of like meant to feel pain. If you're not feeling pain, you're doing it wrong. I would have liked that. Every ballerina story from Lua reduces my will to live. You're welcome. What though? I'm like, damn, I could have gone through that. Okay, sounds so fun. we have everything decided. And, okay, so what do we have to do? So we have to collect 10 treasure chests, Mm-hmm. and then use the 2 new mystic skills. Only in the new region? It doesn't specify. So Okay. I think wherever you want to. And and then as the zoologist, you have to find the 5 animals. Okay. Find and interact with 5 animals. But Okay. since I don't have the new mystic skills, or I'm not sure if I do, what kind of mystic skills will count? Anything. That should be easy. Then it's super easy. Isn't that too easy? Or maybe the new ones are easy too to use. Yeah. Okay. Alright. I think I'm gonna be in the snow region. Okay, because I like fine. snow. Since you might not have them, you have to yeet something off the cliff. I have to yeet something off the cliff. Yeah. Okay, so you have to find a cliff. Or Okay. yeet something to the water. Okay. Okay. I'll try to do that. Maybe we should do is region specific. Do you have a favorite region? I really like the snowy region. Okay, sure. No, we do whatever. We ready? We start. So chat. This is going to we be do a whatever? race. We need to collect 10 chests, use 2 mystic skills, and then interact with 5 animals. Yes. Okay. Is ready. killing them interacting? No. Okay. Just checking. We go. Okay. What kind of interactions count? Petting Okay, it has to be petting. or something that doesn't harm the animal. Okay. All right. Or you cannot be a geologist because you asked it. I said yes. I did. Yeah, no, I'm checking the rules. Yes, I accept whatever you say. Okay. Good. Okay. All right. We start? Okay, we start. Okay, let's go. Okay, go. Okay. I think there was I found a some treasure animals chest here. already. Oh, cat, kitty. Submit. The kitty wants a flower. Okay, I'm gonna split our chat